Les intérêts dépasseront 64 milliards d'euros en 2026, ce qui limite fortement les marges de manœuvre à venir. Si les chiffres alignés par le gouvernement tentent de dessiner une trajectoire de résilience face aux perturbations géopolitiques et commerciales, l'analyse approfondie des données nous impose une toute autre lecture malheureusement. Celle d'une France à la croisée des chemins, entravée par des fragilités structurelles que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Le premier point de vigilance concerne notre place dans le monde. Les prévisions indiquent une demande mondiale qui devrait avoir progressé de 3,3% en 2025. Cependant, ne nous y trompons pas, cette croissance est largement portée par les économies émergentes, tandis que nos partenaires historiques des économies avancées, elles, stagnent. La question que nous devons nous poser est en fait assez simple en apparence. Notre industrie est-elle encore assez compétitive pour capter cette dynamique mondiale, ou allons-nous rester les spectateurs d'une croissance qui se fait sans nous ? Toutes nos actions politiques au niveau national comme local doivent tendre vers le soutien à notre industrie. Plus de lois lui mettant des bâtons dans les roues, plus d'idéologie anti-industrielle. De grâce. Ensuite, tournons-nous vers le cœur de notre économie, nos entreprises au sens le plus large. Le rapport met en avant un taux de marge des sociétés non financières projeté à 30,9% pour 2026. Si ce chiffre semble supérieur à la moyenne 2014-2019, il était de 30,7%, il cache une réalité plus sombre. Une érosion constante depuis le pic inespéré de 2021. Plus inquiétant encore, l'investissement total des entreprises marque à nouveau le pas face au regain d'incertitude engendré à nouveau par le conflit au Moyen-Orient. L'investissement des entreprises devrait connaître une hausse de 1,3% en 2026 selon les prévisions du PLF 2026. L'investissement dans la construction est reparti à la hausse au T2 2025 et cette dynamique devrait, on nous l'a dit, s'accélérer encore en 2026, notamment sous l'effet du plan Relance Logement qui a été annoncé par le gouvernement. Comment espérer une croissance durable si nos créateurs de richesses n'ont plus la visibilité ni les moyens nécessaires pour investir massivement dans l'avenir ? Et pire, quand certains en permanence les désignent ici même comme les ennemis des Français, alors que ce sont nos entrepreneurs qui portent bien au contraire à la fois le futur de notre pays, mais même le financement à bout de bras, je vous le rappelle, de notre système social. Mon troisième point de vigilance, et sans doute le plus crucial pour nos concitoyens, est celui du pouvoir d'achat. Le rapport présente une modeste hausse du pouvoir d'achat de 0,6% en 2025. Il s'agit là d'une toute petite bouffée d'oxygène bien dérisoire face aux efforts demandés et ressentis par les Français. En 2026, l'inflation progressera à nouveau plus vite que le revenu disponible brut, plus 1,9% contre 1,7%, entamant donc le pouvoir d'achat de nos concitoyens. En parallèle, nous observons un phénomène alarmant. La consommation stagne alors que le taux d'épargne continue d'augmenter à des niveaux anormalement élevés. C'est en fait le signe d'une crise de confiance majeure. Les Français épargnent par précaution parce qu'ils ont peur de demain, peur des taxes supplémentaires dont nous avons ici même le secret dans cet hémicycle et peur de l'inflation qui, bien que ralentie, continue de peser via le déflateur de la consommation. Enfin, puisqu'on l'a évoqué, parlons de la pression fiscale. Les tableaux du rapport montrent clairement le poids des prélèvements obligatoires et des mesures nouvelles qui viennent amputer l'évolution du revenu disponible brut. On nous parle de relance, mais on continue de ponctionner les revenus d'activité et les prestations. En tant que député, je pose la question, où est la vision ? Ce rapport nous montre une France qui survit sur ses acquis, mais qui ne construit rien de neuf. Nous surveillerons donc avec la plus grande attention la défaillance de l'investissement, la fragilité des marges de nos PME qui sont les premières victimes de l'instabilité économique, l'incapacité des gouvernements successifs à transformer l'épargne des Français en consommation réelle, faute de confiance dans sa politique économique. La France ne peut se contenter de prévisions tièdes. Elle a besoin d'un cap, de liberté pour ses entreprises et d'une véritable protection du fruit du travail de ses citoyens. Pour cela, nous devons porter avec nos partenaires européens la réindustrialisation de notre continent, comme le souligne le rapport Draghi. Notre pays mérite mieux que des promesses creuses et des projets irréalistes. Ici, dans cet hémicycle, notre devoir est clair, construire un vrai projet de redressement national, un projet qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui agit. Ne soyons ni les Cassandres de Troie, ni les Turgot de Louis XVI. Surtout pas. Je vous remercie. Merci. La discussion générale se poursuit donc avec les inscrits par groupe politique. 5 minutes par groupe politique pour le groupe RN. Monsieur Tanguy. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, ni Emmanuel Macron ni votre gouvernement ne parviennent à cacher les résultats économiques catastrophiques de notre pays. Et pour cause, les Françaises et les Français le paient chèrement et directement dans leur quotidien.
qu'il s'agisse hélas du niveau réel des salaires et des pensions de retraite par rapport au niveau de l'inflation, du poids exorbitant des dépenses contraintes dans le budget des familles, de la fermeture quotidienne des usines et du décrochage visible à l'œil nu de notre pays par rapport à tous nos voisins européens et nos compétiteurs internationaux, les Françaises et les Français savent que vous avez échoué. Les compatriotes constatent d'ailleurs l'effondrement des comptes publics, en premier lieu parce qu'ils épongent cet échec et votre mauvaise gestion par des hausses d'impôts systématiques. Contrairement à ce que vous avez encore affirmé en commission des finances il y a seulement quelques minutes, monsieur le ministre Lescure, les macronistes avaient bien promis, je cite Madame de Montchalin en janvier 2025, zéro hausse d'impôts pour les classes moyennes et populaires en 2025, et en particulier, je cite encore Madame de Montchalin sur TF1, zéro hausse de la taxe sur l'électricité. C'était évidemment faux, tout le monde pourra le vérifier, il y a bien eu une taxe de 4 milliards d'euros sur l'électricité et une hausse totale d'impôts de 30 milliards d'euros sur nos compatriotes, et les Françaises et les Français finissent toujours par payer. Car votre point commun, monsieur le ministre, c'est que avec la gauche, c'est que l'essentiel, excusez-moi, c'était un pléonasme, c'est que l'essentiel des hausses d'impôts que vous prétendez cibler sur les multinationales et les plus favorisés finissent toujours par retomber sur les familles moyennes et populaires. Pour le reste, l'état calamiteux des finances publiques reste hélas, et je m'en étonne, un sujet bien peu traité par le débat public, en particulier lors des dernières élections, où les lobbies, les intérêts divers et variés, une grande partie des médias étaient plus intéressés par faire barrage à la vérité et le Rassemblement national que faire barrage à la faillite, le macronisme. Par un numéro de magicien, monsieur le ministre, qui est assez bien exécuté, je dois le reconnaître, vous avez réussi à maquiller l'état réel de notre pays. Nos finances publiques ressemblent pourtant bien plus à celles de l'Espagne ou de l'Italie avant la crise des dettes souveraines que celles de l'Allemagne. Mais finalement, et c'est finalement le seul point commun que vous avez avec Mozart, cher macroniste, c'est pas la virtuosité, c'est pas le talent, mais c'est que vous finirez votre œuvre par un requiem inachevé. Désormais, on le sait, la meilleure définition du macronisme est celle d'un asile tenu par les fous. Avec une vanité qui dépasse l'entendement, le gouvernement lanterne rouge de l'Europe continue à se prévaloir d'une compétence exclusive et imaginaire, prétextant toutes les crises possibles et imaginables pour justifier la dégradation des comptes publics, dont ils sont pourtant les seuls responsables. Faut-il vous le redire encore, monsieur le ministre, tous les pays ont traversé le Covid, tous les pays ont traversé les conséquences de la guerre en Ukraine ou de la crise iranienne, mais aucun n'est dans l'état de la France, et vous ne pourrez plus cacher ce désastre lors des débats de 2027. D'ailleurs, à titre d'exemple, à chaque fois qu'un gouvernement d'Emmanuel Macron feint d'annoncer une bonne nouvelle, par exemple l'amélioration très relative d'un déficit monstrueux, c'est en réalité un coup de pouce de la conjoncture internationale et une amélioration du solde conjoncturel. En réalité, même l'année dernière, le solde structurel s'est dégradé de 0,1 point, car vous n'avez fait aucune réforme. Et donc, en réalité, vous avez commis 2 erreurs magistrales depuis 10 ans. La première, c'est l'échec de votre politique économique. Si votre politique de l'offre avait fonctionné, celle que vous avez commise, si l'économie était prospère, si la croissance était réelle, eh bien tout simplement, les caisses de l'État et les caisses de la sécurité sociale seraient pleines et nous n'aurions pas ce débat. Si les caisses sont vides, c'est parce que vous avez ruiné notre économie. La deuxième, c'est l'absence de réformes structurelles. Si on lit l'ensemble des rapports publics annuels de la Cour des comptes depuis 2017 à aujourd'hui, les magistrats sont clairs. Il n'y a eu aucune baisse des dépenses structurelles depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ainsi, même en 2017, alors qu'il est déjà aux affaires directement ou indirectement depuis 5 ans, la Cour des comptes dit que le budget 2017 n'est porteur d'aucune économie structurelle. Pareil en 2018, pareil en 2019 et toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Encore pour 2025, comme on vous l'a dit, c'est essentiellement une hausse de 30 milliards d'impôts qui permet une très légère amélioration du déficit. À vrai dire, monsieur le ministre, je sais que vous vous moquez absolument de tout ce que les oppositions peuvent vous dire et que vous ne tiendrez absolument pas de l'avis de l'Assemblée nationale. Votre gouvernement est aujourd'hui le plus illibéral de toute l'Europe. Mais je tiens à prévenir les Françaises et les Français sur le but réel de la dégradation des finances publiques. Emmanuel Macron a toujours su ce qu'il faisait et il sait où il mène notre pays. Il faut toujours lire l'action d'Emmanuel Macron à l'aune du fil rouge du fédéralisme européen. Le président de la République, Emmanuel Macron, sait que les Français ne veulent pas du fédéralisme européen et n'en voudront jamais. À défaut d'être capable de les convaincre, il cherche à les contraindre en nous faisant passer sur les fourches coudines et la tutelle de la Commission européenne, comme l'Italie